Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à l'actualité économique costarmoricaine que vous présente Armor TV à l'initiative de l'association des Oscars. Après Dinan au mois de juin dernier, nous vous invitons cette fois-ci à partir à la rencontre du Centre-Bretagne, un territoire, vous allez le constater, qui regorge de dynamisme. Nous nous sommes installés à Loudéac et plus précisément dans les locaux de l'entreprise Vital Concept. Sans plus attendre, je vous propose de rejoindre les deux premiers intervenants de cette émission, Patrice Etienne, le créateur et le dirigeant de cette entreprise, et Dominique Lecomte, le président de la CCI des Côtes-d'Armor. On démarre donc cette émission avec nos deux premiers intervenants, Patrice Etienne et Dominique Lecomte. Alors Patrice Etienne, merci tout d'abord de nous accueillir dans ce lieu aux dimensions impressionnantes. C'est un très beau décor qui fonctionne parfaitement pour la télévision. On est où exactement là ? D'abord, permettez-moi de vous remercier aussi d'avoir choisi l'entreprise Vital Concept pour réaliser ce film des Oscars. Alors en effet, là nous sommes au plein cœur de l'activité de l'entreprise, et notamment la logistique, qui est le point central de notre savoir-faire, qui consiste à massifier des approvisionnements pour ensuite les stocker et faire en sorte de les expédier dans les délais les plus courts vers l'ensemble de nos clients répartis sur tout le territoire français. Alors, on va aussi préciser que vous êtes dans un secteur d'activité bien particulier, parce que c'est vrai qu'on a d'abord parlé du lieu, mais on va aussi parler de l'entreprise. Alors, Vital Concept, vous l'avez créé, cette entreprise ? Tout à fait, j'ai créé cette entreprise en 1996, le temps passe, avec déjà à l'époque cette idée de proposer une autre façon d'établir la relation client avec les agriculteurs, dans un premier temps sur toute la région Bretagne et assez vite, dès 2000, sur toute la France. Cette façon particulière, c'est en quelque sorte instaurer le principe de la vente à distance dans le domaine agricole, qui n'existait pas à l'époque, qui commence à se développer et permettre ainsi à tous les agriculteurs sur le territoire d'avoir accès à une offre bien dimensionnée, adaptée à leur attente et accessible à tout moment de la journée et de la nuit, avec l'arrivée des nouveaux moyens de communication que sont notamment le web. Et on en reparlera bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous vendez ? On vend principalement de très nombreux produits pour des agriculteurs avec une spécialisation plutôt dans le domaine de l'élevage, au travers de gammes de suppléments nutritionnels, de produits d'hygiène, de santé, de soins des animaux, et puis toute une gamme de produits un peu plus périphériques, qui permet aussi d'améliorer les conditions d'élevage au travers des gammes d'équipements, de l'abreuvement, de la clôture électrique, du machinisme, un peu plus de 9000 références aujourd'hui au catalogue. Nous sommes également présents sur un autre marché que celui de l'agriculture, même s'il est le plus représentatif de notre activité globale. Il s'agit du marché du cheval. Nous sommes également assez investis sur l'élaboration d'une offre professionnelle destinée au marché du cheval, que sont les éleveurs, les entraîneurs, les centres équestres. Et depuis 2 ans maintenant, nous nous sommes intéressés aussi au marché du paysage, qui est un marché assez proche de celui de l'agriculture, où on va retrouver dans nos clients principaux les paysagistes, les collectivités locales et les gestionnaires de parcs et châteaux. Bon, on parlera notamment de l'innovation, de la croissance, parce que ça aussi, ça fait partie, j'allais dire, de votre philosophie ou de vos gènes, puisqu'on parle beaucoup de gènes en ce moment. Dominique Lecomte, avant de parler de tourisme, parce que c'est l'actualité immédiate des Côtes-d'Armor, un mot sur cette entreprise, qui est une entreprise jeune et qui emploie déjà de très nombreux salariés. Eh oui, merci Patrice d'abord de nous accueillir. Alors c'est un double plaisir pour moi parce que l'année dernière, à quelques mois près, j'avais le plaisir de remettre à Vital Concept, à l'entreprise, le prix de la croissance des Oscars 2013. Donc un juste retour, et puis c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir comment fonctionne une entreprise dans son cœur de métier au quotidien, et tout ça c'est positif. C'est positif. Alors, on va proposer quelques photographies, j'allais dire, de l'économie des Côtes-d'Armor. On démarre avec l'actualité, je le disais il y a quelques instants, et cette actualité, c'est bien évidemment la saison touristique. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Président, de cette saison touristique ? Elle est plutôt encourageante ? Globalement, c'est une saison touristique encourageante. Plusieurs niveaux. Une bonne saison en Bretagne, même si au niveau national, c'est un peu plus contrasté. Pour nous, en Bretagne, la saison 2014 s'est très bien passée. Alors avec des aspects plus ou moins variables selon les secteurs, avec une fréquentation en hausse, à peu près partout, avec un
petit bémol sur cette fréquentation parce que la crise étant ce qu'elle est, il est bien évident que les ménages français, qui sont nos principaux clients en matière touristique, dépensent un petit peu moins que l'année précédente. Mais globalement, une satisfaction générale. On l'entend de la part des touristes, on l'entend de la part des hôteliers, on l'entend de la part de l'hôtellerie de plein air, on l'entend de la part des syndicats, et offices de tourisme. Donc globalement, quelque chose de positif pour la saison 2014. Oui, avec une capacité pour les professionnels à s'adapter à de nouvelles demandes. Alors on parlait du web il y a quelques instants avec Patrice Etienne. C'est vrai que ça fait partie, j'allais dire maintenant, des habitudes des consommateurs. Et les professionnels des Côtes d'Armor ont su s'adapter à cette nouvelle donne. Alors, ils se sont adaptés depuis quelques années déjà. Hein. Il faut être réaliste. Le web fait partie intégrante maintenant des outils de communication au niveau du tourisme. Les clients sont relativement versatiles, commandent en dernière minute, prennent des options, modifient leur trajectoire de voyage. Donc, c'est vrai que le tourisme aujourd'hui, sans le web, ne serait pas ce qu'il est devenu. Bon, et il y a une vraie capacité, on l'a dit, et on le redira au cours de cette émission, à s'adapter ici, dans cette région des Côtes d'Armor. Alors, il y a un autre élément d'actualité là. On en parlera d'ailleurs très certainement avec Christophe Le Fur, qui est un chef étoilé qui nous rejoindra dans quelques minutes sur ce plateau. Vous qui êtes un gourmet, c'est la pêche? Eh oui, nous venons d'ouvrir la saison 2013-2014 de la Coquille Saint-Jacques. Donc, pour nous, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein. D'abord, c'est une belle vitrine. Une belle vitrine pour le territoire costarmoricain. Il faut reconnaître que les coquilles de la baie de Saint-Brieuc sont internationalement reconnues. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si c'est vous qui le dites, on vous croit sur parole. Et quand on connaît la qualité de ce produit, on a tout lieu d'être satisfait. Et puis c'est quand même pour nos coquilliers, hein, c'est quand même 200 bateaux en baie de Saint-Brieuc qui ont repris une activité auquel ils sont particulièrement attachés parce qu'ils ont su gérer le stock et la ressource de matières premières. Et on s'aperçoit que les quotas qu'ils pourront pêcher sur cette nouvelle saison 2015 sont en légère augmentation. On va passer de 3000 tonnes environ à 3550 tonnes. Et ce qu'on apprécie dans cette région, c'est cette coexistence entre l'économie de la terre, dont fait partie Patrice Etienne, et l'économie de la mer. C'est d'ailleurs le slogan du département. Oui. Alors, on parle du commerce, parce que Chambre de commerce et d'industrie, le bilan est peut-être un petit peu moins satisfaisant dans ce secteur-là? Un petit peu plus mitigé. La grande difficulté aujourd'hui, on a tous fait le même constat, que l'on soit élu politique, élu patronaux, représentant du monde économique. C'est cette difficulté que nous avons à animer, à faire en sorte que nos centres-villes soient dynamiques et connaissent un niveau d'activité qui soit à la hauteur des espérances des commerçants qui y travaillent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'aperçoit et qu'on fait le constat de l'évolution de la loi Royer depuis 1973, on a tout lieu d'être inquiet. On a vu une progression de la grande distribution qui a fait en sorte que les consommateurs se sont déplacés des centres-villes et des centres-bourgs vers la périphérie de nos territoires communaux. Et tout ça, ça a engendré quelques difficultés. Alors, quelques difficultés que nous essayons, nous, au niveau de la CCI des Côtes d'Armor, de pallier. Nous avons lancé une grande opération. La première consiste d'abord à faire en sorte que les commerçants et les unions commerciales puissent connaître un dynamisme un peu plus vigoureux que celui qu'ils ont connu ces dernières années. Et pour ce faire, nous avons là récemment, dans les jours qui se sont passés, là au début du mois d'octobre, nous avons lancé un travail de recherche, de discussion et d'approfondissement avec les commerçants concernés pour essayer de trouver des solutions. Les solutions, elles sont multiples. On n'a pas l'ambition de révolutionner. Il n'y a pas de recette miracle. Et il n'y a pas de recette miracle. L'objectif, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table pour faire en sorte qu'un certain nombre d'actions puissent être engagées. Alors, elles sont diverses. Au niveau des élus locaux, c'est quand même la redynamisation et l'attractivité sur le plan ornemental, sur le plan attractivité. Pour nos commerçants, c'est éventuellement des orientations sur de nouveaux marchés, sur de nouveaux produits. Et puis, pour nous, CCI des Côtes d'Armor, c'est relancer l'attractivité en redynamisant les unions commerciales. Bon, deux sujets d'actualité, alors qui ne sont pas uniquement bretons, mais dont on a beaucoup parlé, notamment en Bretagne d'ailleurs, l'écotaxe d'abord. Ça, si on n'a pas parlé de l'écotaxe en Bretagne, on n'en a parlé nulle part. D'abord, vous dire toute la satisfaction. Au nom du collectif des acteurs économiques bretons,
de cette satisfaction que nous avons aujourd'hui de voir les pouvoirs publics renoncer à l'application de cette inéquité qu'était l'écotaxe. Inéquité sur le plan territorial, inéquité sur le plan de la méthode et de l'organisation de cette écotaxe. Donc une grande satisfaction, mais n'empêche quelques inquiétudes quand même, parce que nous savons tous que c'est parce qu'on supprime qu'à un moment ou à un autre, le risque n'est pas d'être remplacé par autre chose. Et là aussi, bon, on sera vigilant. Bon, un petit mot également sur les effets de seuil. Là encore, ça a été d'actualité, ça le reste toujours. Alors pourquoi je voudrais parler des effets de seuil? Parce que c'est un sujet d'actualité qui concerne toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Tout le monde est concerné par les effets de seuil. 10, 20, 50, 100, 250. Et tous ces effets de seuil, ce n'est pas uniquement des aspects en matière sociale. C'est des méthodes de calcul, de taxes sur les cotisations sociales qui varient selon les seuils. C'est des taxes complémentaires qui varient selon les seuils. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que dans cette confrontation qu'il y a entre deux mondes, le monde syndical patronal et le monde syndical ouvrier, qui s'affrontent en ce moment sur ces problématiques-là, moi je retiendrai avant même les effets négatifs des seuils, les effets négatifs liés à toute l'administration qui en découle, et l'organisation et la charge administrative qui en découle. Et de ce côté-là, je pense que il serait bon que nous aboutissions à quelque chose de positif pour nos entreprises. Bon, j'ai vu que Patrice Etienne allait dans le même sens quand on parlait de lourdeur administrative. C'est quelque chose que vous, en tant que chef d'entreprise, vous subissez ou vous vivez au quotidien? Oui, on est aussi directement concerné par toutes ces tracasseries administratives qui nous prennent de plus en plus de temps et qui nous amènent à y consacrer aussi de plus en plus de moyens. Alors ça dérive sans cesse et à chaque fois on s'éloigne encore un peu plus du business et de la réalité économique. On est de plus en plus contraint à la visite réglementaire et il y a malheureusement beaucoup de bonnes raisons pour essayer toujours de mettre en avant le principe de la prévention du risque. On n'a pas encore eu mal qu'on imagine déjà qu'on a très mal. Et tout ça, au final, ça finit par coûter très cher aux entreprises. Bon, malgré ces contraintes, Patrice Etienne, et puis je redonnerai la parole dans quelques instants à Dominique Lecomte, ça n'a pas empêché votre entreprise de croître dans des proportions extrêmement importantes. Vous le disiez, création milieu des années 90, aujourd'hui plus de 100 salariés. Comment on réussit ce tour de force? Qui plus est, une croissance maîtrisée. Bah écoutez, si on a réussi à passer en effet de 0 à pratiquement 120 salariés aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout parce qu'on a su conquérir notre marché. On a su répondre à l'attente du marché et en particulier de nos clients. Et on a ensuite fait la démonstration qu'on pouvait devenir un partenaire fort de propositions et notamment de valeur ajoutée pour qu'ils puissent s'inscrire dans la durée. Je le répète sans cesse à l'ensemble de mes équipes, si on est là aujourd'hui, si on est encore là demain, c'est d'abord et avant tout grâce à nos clients. Il n'y a pas de petits, des moyens, de gros clients, on a des clients. Et il faut toujours rester à l'écoute, s'adapter, savoir se remettre en cause, toujours faire valoir le principe de la réactivité, être sans cesse en mouvement comme l'est la société de plus en plus. Dominique Lecomte, on a un bel exemple de réussite. On va en avoir d'autres. On va beaucoup parler d'export et d'international au cours de cette émission. C'est important de montrer que, quel que soit le secteur d'activité, on peut réussir à l'export à condition d'y mettre les moyens. À condition d'y mettre beaucoup de moyens, et c'est ce que, au niveau de la Bretagne, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre de commerce de Bretagne ont réussi, je crois, à faire. À savoir réunir les deux structures qui s'intéressaient à l'international, tant côté conseil régional avec Bretagne International que côté Chambre de commerce et d'industrie régionale avec CCI International, de faire en sorte que ces deux structures se réunissent pour avoir un outil particulièrement bien dimensionné pour que toutes les entreprises bretonnes qui s'intéressent à un moment ou à un autre à l'export aient tous les outils qui satisfassent leurs demandes. Et ça se traduit aujourd'hui par des choses relativement positives, parce que ça représente au niveau de la nouvelle structure qui s'appelle BCI, Bretagne Commerce International, ça représente en 2013, par exemple, plus de 1120 entreprises qui ont été concernées lors d'un contact ou d'un appui à toutes ces entreprises qui s'intéressent à l'international. C'est quand même un chiffre assez important, je trouve, au niveau d'un territoire comme la Bretagne. C'est 114 nouveaux exportateurs en Bretagne en 2013. Donc, dire que l'international aujourd'hui est un outil de développement pour nos entreprises,
c'est une évidence. Il y a 2 outils, à mon avis, qui sont liés au développement des entreprises d'une façon générale. C'est l'innovation et le développement à l'international. On ne peut pas imaginer des entreprises qui ne se développent pas à l'international à un moment ou un autre de leur existence. Merci en tout cas pour cette intervention. On va maintenant donner la parole à d'autres entreprises. Merci encore pour votre accueil. Ça continue à tourner et à travailler derrière nous, hein. On est, j'allais dire, au cœur de l'activité économique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec donc 3 nouveaux intervenants qui vont nous rejoindre sur ce plateau pour nous faire part de leur expérience dans des domaines, vous allez le voir, extrêmement divers. Poursuit cette émission avec 3 nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Tout d'abord, Catherine Blondeau, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes responsable commercial d'une entreprise qui s'appelle Bord à Bord et qui est spécialisée dans la fabrication de bateaux. On la découvrira d'ailleurs tout à l'heure en images. J'ai également le plaisir d'accueillir René Allot. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes installé dans cette terre de Bretagne depuis quelques années déjà. Quand je dis c'est vous, c'est l'entreprise, puisqu'elle a été créée en 1812. Mais vous nous reparlerez de tout ça, et notamment de votre premier client, qui était quelqu'un de très connu. Et puis je conclus ce tour de table avec Pierre Le Guillou. Bonjour, bienvenue à vous. Également, vous êtes directeur d'une des 8 branches de la Coperle. Alors plus précisément, cette branche, elle est spécialisée dans la distribution de produits très spécifiques, hein. Oui, la distribution de produits dédiés aux éleveurs de cochons, Bon, de porc. on découvrira ça en images. Alors, René Allot, je le disais, une entreprise de 202 ans, création en 1812, avec un premier client qui s'appelle Napoléon Bonaparte et qui vous demande de faire des tonneaux. Enfin, quand je dis vous, ce sont vos ancêtres. C'est comme ça que ça se passe ? Absolument, bonjour. Oui, en 1812, tous les menuisiers étaient réquisitionnés par les armées napoléoniennes pour faire des tonneaux. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec des tonneaux ? Eh bien, c'est tout simple. On engrangeait les grains, les céréales, on les roulait sur les charrettes. Des charrettes, on les amenait au péniche, puisqu'il y avait le canal de Nantes à Brest qui a été fait pour le blocus de la ville de Brest contre l'Angleterre. Et alors, les armées napoléoniennes armaient Brest. Et au retour, ils emmenaient carrément des charges de marchandises pour les armées napoléoniennes qui étaient en Russie. Qui étaient en Russie, effectivement. Alors, voilà. Vous nous avez amené je ne sais pas si c'est une valise ou une mallette, je ne sais pas comment vous la définissez vous-même. Pour nous, c'est une mallette de travail. Pour vous, c'est une vraie mallette de travail. Alors d'abord, c'est un remarquable travail de marqueterie. On va le voir à l'image. Cette mallette, elle vous a notamment servi il y a quelques dizaines d'années pour faire les premiers clients aux États-Unis. Donc oui, vous êtes parti avec votre mallette aux États-Unis, hein. Je ne suis pas parti pour vendre cette mallette de marqueterie. Non. Je suis parti là-bas aux États-Unis pour vendre nos fabrications de meubles et de sièges d'art là-bas en Caroline du Nord. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette ? Dans cette mallette ici, en ce moment, eh bien, vous avez... vous pouvez l'ouvrir, ouvrez-la, monsieur. Absolument. Je pose mon micro et puis je vais l'ouvrir. Alors, on va découvrir l'intérieur de la mallette de monsieur Allot. Alors, moi, j'ai déjà eu le privilège de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a notamment... Alors, monsieur Allot, vous allez reprendre votre micro. Il y a notamment le cahier à dessin. Ça, c'est mon cahier de travail de tous les jours. C'est mon carnet à dessin. Ça, c'est la Bible de travail. Ça, c'est le livre historique de la maison. Et là, vous vous retrouvez avec un livre catalogue qui, à l'heure actuelle, sert énormément. Et il a été fait surtout en anglais pour les clients étrangers. Pour vos clients étrangers. Monsieur Allot, si un jour vous vous lancez dans le téléachat, vous êtes tout à fait opérationnel. Plus sérieusement, on va découvrir votre entreprise en images parce qu'on y fait de très belles choses et il faut les voir, ces très belles choses, grâce à ce reportage qu'a tourné pour nous Clément Godard. Cela fait plus de 2 siècles que l'on mêle ici le travail du bois et l'art. Aux ateliers Allot, les meubles et les sièges sont fabriqués à la main, de la menuiserie aux finitions en passant par la marqueterie ou la sculpture. Ici, les ouvriers sont considérés comme des artistes.
Vous avez des experts, vous avez vraiment des experts dans chaque métier qui ont, augmenté leurs connaissances dans nos ateliers et on est vigilant pour qu'ils sont vraiment à la pointe de leur métier, quoi. Ils sont véritablement des très bons. Ce sont des maîtres et non pas ce sont des maîtres dans leur art et riches ouvriers que nous avons formés. En tout, ce sont 8 métiers différents qui sont représentés ici pour reproduire dans le respect de la tradition des reproductions de meubles anciens. Aujourd'hui, ces pièces intéressent des passionnés mais aussi de plus en plus de clients étrangers. Des fois, nous avons des clientèles russes qui sont très importantes. Nous avons des fois des Qataris qui viennent chez nous, des fois ce sont des Chinois. Contrairement à 50 ans où les Chinois nous ont complètement embêtés avec leur importation en France, eh bien aujourd'hui on est content, nous on arrive à vendre chez eux. C'est quand même curieux. Au total, les ateliers Allo, qui ont obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant, proposent environ 650 modèles différents. Bon, monsieur Lalo, le fait d'être labellisé Entreprise du patrimoine vivant, qu'est-ce que ça a comme impact vis-à-vis de vos clients? Est-ce que c'est quelque chose auquel ils sont sensibles? Pour le moment, en France, le label n'est pas encore reconnu, malgré que c'est un label d'État. C'est le premier label d'État, en tout cas. Et puis, nous avons été dans ce label parmi les premières entreprises. Mais sur le plan français, ce n'est pas connu. Par contre, c'est réputé, ou ça commence à être réputé à l'international. Et là, ça nous fait venir des gens... qui viennent effectivement de pays très divers, on l'a bien compris. Alors, vous vendez à des Chinois, à des Russes, à des gens qui viennent du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça que l'on peut citer? Coréens, Australiens, et puis États-Unis, Brésil. Bon, ben vous êtes dans le monde entier. Comment on réussit justement à pénétrer ces marchés? Comment ça se passe? Comment vous avez procédé? Parce qu'on est intéressé par vos secrets de fabrication, bien évidemment. Oui, alors on a en définitive une spécialité, nous, c'est que depuis 1950, après-guerre, on n'a fait que du client particulier, alors que nos parents travaillaient exclusivement que pour des antiquaires. Et nous, on ne voulait pas reprendre les clients à réseau, puisqu'à une certaine époque, le client de réseau voulait absolument des prix, et puis il ne voyait pas tout à fait la qualité, ou il s'en foutait de la qualité, puisque c'était plutôt le ratio comptable qui primait. L'intéressait. Absolument. Et donc, là, vous changez de méthode. Vous vous dites, on va mettre en avant nos qualités, notre qualité de travail, nos savoir-faire pour pouvoir toucher cette clientèle, c'est ça? Absolument. Et puis, au fur et à mesure, on était quand même en Bretagne. Et en Bretagne, c'est assez difficile de trouver des ouvriers hautement qualifiés. Alors, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'il fallait faire entrer tout le savoir-faire de plusieurs métiers qui étaient autour de nous, puisque, on savait travailler le bois, mais il fallait également faire de la laque, de la dorure et également de la tapisserie garnissage, quoi. Et c'est toute cette foison d'associations de métiers différents qui ont fait que, ma foi, on s'est retrouvé avec une clientèle particulière qui venait de toutes parts des quatre coins de la France, quoi. Alors, est-ce que ça passe aussi par Internet? Est-ce que ça passe par un showroom en région parisienne, par exemple? Eh bien, le showroom de la région parisienne est tout neuf, donc il n'a que 8 mois. Là, c'est pourquoi on a fait ce showroom, tout simplement, c'était pour la clientèle étrangère qui ne venait pas à Loudiac. Parce que le gros problème, c'est que de faire venir des gens à Loudiac, que ce soit déjà des Français ou que ce soit même des Bretons qui habitent à Saint-Brieuc, par exemple, on fait venir un Briochin pendant qu'on fait venir 3 Ventais et 5 Quimpérois. C'est un peu pour vous dire que ce n'est pas une histoire de kilométrage, c'est une histoire tout simplement de réaction en fonction du chef-lieu de département par rapport à Saint-Ville. Il y a ce showroom qui est rue de Vaugirard, hein, c'est ça? C'est exact. N'hésitez pas à le dire. Oui. Vous êtes là aussi pour ça. Alors,
Vous m'avez raconté ça pour la préparation de cette émission. Il y a un client là que vous avez récupéré qui est pas très loin d'ici, un client de Plouay, c'est ça, et qui vous a connu grâce au showroom parisien. Oui, c'est exact. C'est très marrant, ce qui veut dire qu'en gros, vous allez me faire parler de choses qui sont dans l'inconscient collectif breton. Tout ce qui est subjectif est en définitive bien que dans les grandes villes comme Rennes ou comme Paris. Paris, c'est encore mieux que Rennes, bien sûr. Alors, quand on parle de Saint-Brieuc, ça devient plus dégradant. Et puis, quand on parle de Loudiac, alors là, on est carrément pas connu. Bon, et c'est un tort. Et c'est un tort. Bon, en tout cas, vous l'avez récupéré, ce client. On a récupéré ce client, ce qui est l'essentiel, finalement. Aujourd'hui, ce que vous vendez à l'étranger représente combien dans votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée? Alors, les étrangers, on a une perte de clients français. Les clients bretons, bien sûr, étaient très puissants, et puisque c'était un tiers de notre chiffre d'affaires, un tiers les Français et un tiers les étrangers. Ça, je vous parle des années il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, c'est carrément une tendance différente. C'est que l'international va faire à peu près 85% de notre chiffre d'affaires cette année. Et la perte de vitesse de la France, ça vient simplement que c'est un état de fait, quoi. Oui. Alors, ce qui veut dire, monsieur Allot, c'est que vous réussissez à maintenir l'activité de votre entreprise parce que vous avez développé l'export. Oui, absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que, les premiers clients, ça a été l'émir du Qatar. Et à partir de là... C'est pas mal, l'émir du Qatar, c'est bien, oui, c'est une belle carte de visite, ça. C'était une belle carte de visite. Lui tout seul, ça remonte quand même à 22 ans, cette histoire. Lorsque j'ai été aux États-Unis, il y a 30 ans, c'était avec cette mallette ici. Et aujourd'hui, ça fait son petit chemin. On se retrouve toujours avec des clients particuliers qui viennent chez nous de grande distance. Bon, on reviendra avec vous tout à l'heure, monsieur Allot. Madame Blondeau, alors vous construisez, quand je dis vous, c'est l'entreprise que vous représentez, des bateaux en aluminium, moins de 20 mètres de longueur. Alors, monsieur Allot a l'avantage de pouvoir partir avec sa petite valise pour démarcher les clients. Pour vous, c'est un peu plus compliqué avec les bateaux. Avant de vous donner la parole, on va suivre ce reportage tourné pour nous par Emmanuel Lebelago. Et ensuite, on va donner un certain nombre de clés aux téléspectateurs pour bien comprendre comment vous êtes adapté, vous, à cet export, avec notamment Internet, les salons. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. On découvre d'abord, si vous le voulez bien, ce reportage. En mai dernier, 4 bateaux étaient livrés à l'ONG internationale de défense des animaux marins, Sea Shepherd. Ces embarcations d'intervention en aluminium sont sorties du chantier naval bord à bord à Plestin-les-Grèves. Ici, 8 personnes, dont 6 soudeurs, fabriquent à l'année des bateaux de travail et de loisirs. Nous avons réellement 3 gammes de bateaux. Ce sont les 3 P de bord à bord. Ce sont des bateaux de plaisance, de plongée et professionnels. Ce sont des bateaux qui sont tous différents les uns des autres. Alors, ce sont évidemment des bateaux en aluminium. Ce sont des bateaux qui sont... Nous travaillons avec une demi-douzaine d'architectes différents. Et nous envoyons nos bateaux partout à travers le monde, de Saint-Pierre-et-Miquelon à Tahiti. Courant décembre, ces bateaux destinés à des entreprises navigueront sur les eaux africaines. Pour 2014, Bord à Bord a réalisé un chiffre d'affaires de 1 200 000 €, soit le double de 2013, sans réduire la marge de bénéfice. Pour arriver à ce résultat, la part de l'export a elle aussi doublé, passant de 40 à 80% du chiffre d'affaires. À partir du moment où on a des bateaux très spécifiques, on a un marché national, mais qui, suite à la crise, s'est affaibli considérablement. Et l'export était incontournable. Donc, attaquer un marché export, se faire connaître, c'est passer par des salons internationaux, ce que nous avons fait, donc par une présence aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Et c'est grâce à ces salons qu'on a pu se faire connaître. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en juillet 2015, Bord à Bord ne navigue pas à vue. Si cette bonne santé perdure, l'entreprise envisage de transformer certains de ses CDD en CDI. Voilà donc pour ce reportage d'Emmanuel Lebelago. Alors, Catherine Blondeau, on a bien compris qu'il y avait eu, j'allais dire, quasiment une explosion de vos chiffres à l'export. Ça vous a permis effectivement de pallier les insuffisances du marché national. Mais ceci dit, il faut la réussir, cette performance. Alors, quel est votre secret ? Comment, on a bien compris qu'il y avait les salons.
Oui. Et puis il y avait Internet. Racontez-nous Oui. ça, parce que ça a été un vrai coup Oui. j'allais dire, d'accélérateur pour vous. Oui. Alors, Internet est surprenant. On vend nos bateaux par Internet, ça, et des bateaux qui n'existent pas. Donc, c'est un peu... Mais que vous construisez ensuite, je rassure que quand l'on même les construit téléspectateurs, oui. tout ça est parfaitement légal. Voilà, exactement. Donc, Bord à Bord a développé son chiffre export et ses commandes export essentiellement grâce à notre présence sur le net et un excellent référencement. On a un site qui est en bilingue, en français et en anglais, et qui montre nos bateaux présents dans le monde entier. Donc, où que soit le futur client, il peut trouver des bateaux bord à bord près de chez lui ou éventuellement contacter, et c'est ainsi qu'on les encourage. On encourage nos clients à contacter des clients qui ont déjà un bateau bord à bord. Donc finalement, vous demandez à vos clients de devenir vos VRP, c'est ça ? Un peu. Oui, oui. Et ça marche ? Et ça marche. C'est pour ça qu'on les bichonne particulièrement, parce qu'ils sont les représentants. C'est notre vitrine. Donc une vitrine de cette qualité, ça se respecte et ça se construit. Donc on construit nos bateaux, mais on construit aussi cette relation un peu particulière avec des clients qui nous font confiance lorsqu'ils signent avec le chantier bord à bord un bateau qui n'existe pas pour partir à l'autre bout du monde. Et on ne le verra pas forcément, ce client. Bon, alors je crois savoir que vous avez... Alors on a parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, oui. on a parlé de Tahiti, Oui. Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de la planète, le Congo. Comment réussit-on à, j'allais dire, à entretenir toutes ces relations avec des clients, à prospecter, à faire en sorte que ce réseau fonctionne, que vous trouviez de nouveaux clients quand on est dans une toute petite entreprise qu'il faut faire s'occuper du site internet, qu'il faut être la responsable commerciale, qu'il faut faire sans doute un petit peu de comptabilité, tout ça. Comment vous réussissez ce tour de force ? Oui, c'est Les vrai journées n'ont que que 24 heures, je vous le rappelle. C'est des journées de 24 heures, mais je dirais qu'il y a... Lorsqu'avec mon mari, on a repris le chantier et qu'on l'a développé de cette manière, il y a beaucoup de passion chez nous et je pense que ça transparaît. Donc nos clients, quand on leur parle de leur bateau, on y met toute notre passion et notre volonté de le faire leur bateau. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux bateaux qui quittent le chantier identiques. Si la carène est la même, on va forcément avoir des aménagements différents parce que l'utilisateur aura un bateau pour des activités différentes. Donc vous travaillez à la commande, c'est un bateau spécifique, voilà, il n'y a pas deux bateaux pareils. Non, il n'y a pas deux bateaux pareils. C'est vrai que les clients aiment bien aussi un petit peu ce côté à avoir leur bateau. C'est un bateau bord à bord, c'est le mien. Donc c'est aussi le plus qu'on peut leur offrir. Cette souplesse qui fait notre reconnaissance sur le marché. Et votre force. Et votre force. Aussi. René Allot, vous avez au moins un point commun avec Catherine Blondeau, c'est la passion. On a bien compris que dans l'entreprise bord à bord, on mettait beaucoup de cœur à la fabrication des bateaux. C'est la même chose pour vous. Et ça aussi, ça compte vis-à-vis de votre clientèle. Absolument. Je crois qu'on ne se connaissait pas avant, mais là, on a deux métiers particulièrement... comment je veux dire, sur la même vous avez des similitudes finalement, Vous êtes dans des secteurs d'activité qui sont différents, mais vous avez la même passion pour le métier. Alors, il y en a un autre qui est passionné, qui est d'à côté de nous, Pierre Le Guillou. On va d'abord rappeler que la Coperle, c'est une grosse structure, très grosse structure, il y a 8 familles finalement, c'est ça ? C'est ça, oui. Et donc vous êtes vous à la tête d'une de ces familles ? Alors je suis à la tête d'une de ces familles et dans le cadre de l'activité export, je m'occupe de réunir 4 familles qui sont celles qui sont liées à l'élevage, donc la partie amont du métier de l'élevage, parce que l'autre partie, la partie aval, concerne la viande et tous les métiers de la viande. Et moi, je m'occupe de toute l'exportation de notre savoir-faire à l'éleveur. Bon, on va aller justement chez l'un de vos clients, c'est ça ? Un élevage, oui, un de nos élevages. Avec qui vous collaborez, et c'est un reportage qui a été tourné par Mathilde Kemener. Vendre son savoir-faire à l'international, c'est désormais la stratégie de la Coperle, la coopérative costarmoricaine, leader du porc en France. Depuis 4 ans, elle exporte sa filière amont, c'est-à-dire sa vision de l'élevage porcin. C'est une approche globale de l'élevage qui va de la génétique porcine, des bâtiments et des équipements, de la partie environnementale, des équipements pour le traitement des lisiers et le traitement environnemental. On exporte aussi des produits d'hygiène et de santé et de l'aliment pour les animaux.
et ce principalement en Chine et en Russie. Pour cela, la Coperle embauche une trentaine de personnes supplémentaires dans le monde, un développement qu'elle promet bénéfique pour ses adhérents. On ne se fait pas concurrence à nous-mêmes parce que nos clients sont aussi des clients qui, de tous les cas, trouveront des fournisseurs pour les aider à progresser. Donc en fait, autant aller capter cette valeur ajoutée, nous aussi, pour le ramener dès que possible en France et en Bretagne. Car sur ce marché, la concurrence est rude. La coopérative essaye de trouver sa place face à des Danois, des Brésiliens ou encore des Américains très offensifs. Voilà, il y a beaucoup d'éléments dans ce reportage de Mathilde Kemener. Alors d'abord, le premier élément, c'est que c'est une activité relativement récente. Hein. Oui. On peut donner quelques dates pour qu'on comprenne bien votre stratégie ? Alors, on a commencé notre activité export en 2010. 2010, donc c'est quelque chose de récent. Oui. Effectivement, la question récurrente qui vient, notamment de la part de vos coopérateurs, c'est est-ce que nous ne sommes pas en train de former nos concurrents ? Vous y répondez en partie dans ce reportage en disant si nous n'y allons pas, ce sont d'autres qui iront. C'est pas toujours évident de bien faire passer cette notion-là. Non, c'est sûr. Mais un autre aspect, c'est que l'exportation nous oblige à être meilleurs. Donc, nous oblige à être meilleurs en logistique, meilleurs à écouter les besoins et à écouter les attentes de nos clients. Et autre point qui est très important, c'est qu'à l'étranger, on n'a pas la même culture forcément de l'élevage, et en particulier sur les aspects sanitaires et environnement. Les étrangers viennent quand même chercher donc ces choses qui ne sont pas très compétitives, en fait, qui ne viennent pas mettre en danger la compétitivité bretonne. Ils viennent chercher aussi un peu de savoir-faire, et ça, on en profite pour leur vendre. Alors ça, c'est important ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire, que ce soit, on a parlé tout à l'heure des meubles, de l'atelier à l'eau, on a parlé des bateaux de bord à bord. Il y a des vrais savoir-faire, et ces savoir-faire, il ne faut pas hésiter à les exporter parce qu'il y a une vraie plus-value pour l'entreprise. Oui, alors c'est vrai que c'est une démarche volontaire. Hein. C'est aller chercher à vendre ses produits à l'export, ça peut paraître peu naturel au départ, et c'est d'ailleurs une démarche assez difficile. Il faut vraiment s'impliquer énormément. Mais une fois qu'on y est, on prend goût à cette diversité de cultures et cette diversité de clients. Nous, juste pour donner un ordre d'idée, nos clients sont entre 10 et 20 fois plus gros que les clients bretons, qu'un éleveur breton. Donc, voilà, c'est une nouvelle typologie de clientèle, finalement. Alors, Pierre Le Guillauze, vous nous expliquez qu'il faut s'investir sur ces marchés. Très concrètement, ça veut dire pour vous que vous allez en Chine au moins une demi-douzaine de fois par an. Hein. Oui, mais non seulement moi, mais aussi Emmanuel Como, le directeur général de la Coperle. Lui-même, étant donné que c'est un axe stratégique de s'internationaliser, de prendre place sur d'autres marchés, eh bien, lui-même, il s'investit aussi. Et donc, moi, je passe... En Chine, j'y vais 6 fois par an, à peu près, mais aussi en Russie, j'y vais quelques fois. C'est important d'aller sur place, bien évidemment, pour voir ce qui s'y passe et puis pour avoir ce contact avec vos clients. Alors, nos éleveurs, ils se déplacent, nos clients éleveurs viennent un peu voir ce qu'on fait, mais il est avant tout nécessaire d'être chez eux, sur leur terre, parce qu'un élevage, ça se met sur une terre, sur un terrain, dans un environnement. Et donc, oui, c'est essentiel d'être là-bas. Et c'est essentiel pour des grands groupes. Alors, on a bien évidemment, et c'était l'intérêt de cette discussion, d'avoir des entreprises de taille très diverses, mais c'est important pour les grands groupes de se diversifier et d'être présents sur des marchés internationaux, qui plus est des marchés en émergence. Tout à fait. Donc, pour l'exemple de la Chine, 1 cochon sur 2 dans le monde est en Chine. Donc, ça représente en un seul pays la moitié du marché mondial. Donc, ne pas y être présent... ne nous semblait pas être... y être présent, à l'inverse, c'était pertinent. C'était essentiel. Et ne pas y être, c'est faire courir à l'entreprise un vrai danger sur le long terme. En tout cas, un marché important nous échappait et d'autres y sont, encore une fois. Donc il faut y aller. Il faut y aller. Bon, il y a cette notion d'exigence dont on a parlé, Madame Blondeau, et puis je vais également demander à René Allot de s'exprimer sur cet aspect. Être à l'international... On a peut-être moins le droit à l'erreur que sur un marché national où on peut effectivement peut-être plus facilement rattraper quelque chose qui n'a pas été. Quand on est vraiment tourné vers l'export, il faut que ce soit bon et que ce soit bon dès le premier coup. En effet, puisque pour nous, encore une fois, c'est une nouvelle vitrine sur des nouvelles destinations. Donc il est
incontournable, d'être bon. Et on se mesure beaucoup plus largement puisqu'on se mesure à l'international avec des entreprises, des compétiteurs internationaux. On n'est plus simplement sur le marché national. Donc, des comparaisons se font. Il faut qu'on montre la qualité bretonne, française, celle de bord à bord. Et on y met vraiment énormément de cœur. Il faut savoir aussi pour nous, et c'est important, que quand le client reçoit le bateau, il ne faut pas qu'il découvre son bateau comme cela. Il va y avoir tout au long de la construction, qui peut durer de 2 mois à 8 mois, il va y avoir des envois de photos régulièrement. Et le net, évidemment, nous aide, nous accompagne beaucoup dans cette relation privilégiée. Donc, le client ne va pas découvrir son bateau, il va le voir évoluer. Et tout au long de cette fabrication, il peut intervenir. On peut faire des améliorations auxquelles il n'a pas pensé dans le cahier des charges, ou parce que nous-mêmes, on peut être force de proposition. Mais ça veut dire qu'au final, il faut lui proposer, enfin, il faut lui livrer un produit qui est parfait et qui correspond complètement à ses attentes. Complètement. Monsieur Allot, il vaut mieux si on veut conserver ce client. Monsieur Allot, c'est la même chose pour vous. Il y a un niveau d'exigence qu'on doit atteindre quand on se dirige vers des marchés à forte valeur ajoutée qui puisse. La qualité est la même puisque c'est une qualité historique. Nous, on n'est pas dans les techniques d'aujourd'hui, mais je veux dire la qualité française doit primer. Ça, c'est une obligation, que notre client soit breton ou qu'il soit français ou étranger, c'est la même qualité. Mais cette qualité, elle vous permet peut-être de faire la différence aussi à l'étranger. Bien sûr, puisque les produits Louis XV, il ne faut pas quand même oublier historiquement, puisque il n'y a personne dans le métier que nous exerçons. Que vous représentez ? Que je représente. Et 95% du meuble de style Louis XV est fabriqué par 60%. Je me suis mal exprimé, mais en gros, 60% du style Louis XV est fabriqué par les Asiatiques, 40% pratiquement par les Mexicains, et l'Europe, n'arrive pas à faire 1% du style Louis XV. C'est pour vous donner un peu un aperçu de l'évolution du marché. Et puis, par contre, ce que je trouve très, très, très juste dans ce que vous avez dit, c'est que nos clients étrangers aiment voir les étapes de fabrication. Les étapes de fabrication, et ça, c'est très réconfortant pour nos compagnons. Bon. Avec la nouvelle technologie, on peut effectivement leur faire suivre cette histoire à épisode. Merci en tout cas à tous les trois pour vos témoignages. On souhaite bien évidemment bon vent à vos entreprises, qu'elles soient sur mer, sur terre. Et puis l'entreprise Allot, 202 ans, c'est déjà pas mal. On lui souhaite encore de belles années devant elle. Et puis n'oubliez pas votre magnifique petite mallette là, parce qu'elle a suscité les convoitises. On va maintenant vous proposer d'accueillir d'autres intervenants qui vont nous parler de ce territoire de Centre-Bretagne. On va notamment parler de tourisme, de gastronomie, d'économie et de réseaux, puisqu'il y a des réseaux qui existent. Tout ça, nous allons le découvrir avec 4 nouveaux intervenants qui vont nous rejoindre sur ce plateau. On va donc s'intéresser à ce pays Centre-Bretagne avec 4 nouveaux invités qui nous ont donc rejoints sur ce plateau. Tout d'abord Ingrid Lapère, bonjour, bienvenue à vous. Vous allez représenter l'Office de tourisme de pays de ce Centre-Bretagne. J'ai également le plaisir d'accueillir Nathalie Claustre, bonjour. Vous êtes présidente de Promouvance, qui est un réseau d'entrepreneurs, mais ça vous nous l'expliquerez dans quelques instants. Jacques Karimalo est également parmi nous, vice-président de la CCI des Côtes-d'Armor, et vous êtes le référent pour cette zone géographique du centre Ouest-Bretagne. Et puis, notre dernier intervenant, habitué des plateaux de télévision, Christophe Le Fur, restaurateur étoilé, chef de l'auberge Grand Maison de Mur de Bretagne. Alors, on démarre avec un peu de pédagogie. Et avec vous, Ingrid, le pays, c'est presque 50 communes qui ont décidé d'avoir un dessin commun, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc 49 communes qui se sont regroupées avec 3 communautés de communes sur un territoire assez large du Centre-Bretagne, mais qui correspond au sud des Côtes-d'Armor. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité de ce territoire quand vous en parlez, notamment aux touristes qui viennent vous voir ? Alors, les spécificités, on parle des sites naturels quand même très importants, tels que le lac de Guerlédan, le lac de Bosméléac. On a la grande forêt de Loudéac également.
Et puis après, au niveau patrimoine, on a des choses très particulières au territoire, comme donc le patrimoine lié au lin. Donc on a fait des espaces muséographiques autour de ce thème, la Maison d'Étoile, l'atelier musée du tissage à Uzel et Maison d'Étoile à Saint-Élo. Donc ça, c'est un patrimoine très particulier qui a fait à une époque entre 1630 et 1830, pendant 200 ans, une période très riche de fabrication de toiles de lin de très grande qualité, vraiment du haut de gamme, du luxe, on pourrait dire, pour l'époque. Et c'est très peu connu par les habitants et pas très connu non plus par les touristes, mais ça nous a laissé un beau patrimoine bâti. Bon, et puis il y a d'autres leviers sur lesquels vous vous appuyez pour promouvoir ce territoire. On en parlera parce qu'il y a notamment un événement là qui va se dérouler à partir du printemps prochain et qui concerne un site géographique assez remarquable. Alors Ingrid Lapère nous disait il y a quelques instants que 49 communes ont décidé d'unir leur destin pour ce pays Centre-Bretagne. Promouvant, c'est un peu finalement la même philosophie avec une cinquantaine d'entreprises qui ont décidé de marcher la main dans la main ou tout du moins de collaborer, c'est ça ? Tout à fait. Le territoire de Centre-Bretagne est un territoire qui est très attaché au réseau et donc il est un petit peu difficile au départ. Donc les entreprises décident de créer du lien entre elles pour être force de proposition, pour s'échanger, pour s'informer, pour se rencontrer et pour pouvoir faire connaître sur l'extérieur, notamment du côté de la mer, qu'en Centre-Bretagne, il y a des jolies choses, il y a des belles entreprises et qu'il y a beaucoup de dynamisme. Alors, ce territoire, vous l'avez découvert parce que vous n'êtes pas originaire, je crois, de cette région et vous dites, avec ce regard extérieur, qu'on est bien accueilli ici, même très bien accueilli. Exactement, je suis née au-delà des mers et c'est vrai que je suis arrivée ici un petit peu par hasard et avec un peu d'a priori, je dois reconnaître, parce qu'au départ, l'Oudéac ou ce territoire Centre-Bretagne est quand même peu connu sur l'extérieur. Et depuis que je suis ici, il y a une qualité de vie, une douceur de vivre, une facilité dans les échanges et ce dynamisme toujours auquel je suis attachée et ce réseau qui est important. Et c'est dû à quoi ça, cette qualité de vie? C'est d'abord l'humain, les gens entre eux qui décident finalement de bien collaborer, de faire en sorte que les entreprises s'y retrouvent, qu'on crée des emplois? Oui, je pense que le territoire au départ est difficile. Et comme il est difficile, les gens et les entreprises ont compris que pour pouvoir exister, elles devaient se créer entre elles des réseaux importants, s'échanger, parce qu'on n'est pas dans une compétition inter, on est vraiment dans une création. Et du coup, ça devient une vraie force, puisque travailler ici est quelque chose de très agréable et de très facile. D'ailleurs, on voit toutes ces entreprises, notamment celles qui nous accueillent, avec cette facilité, pas dans le travail, mais du moins à communiquer sur l'extérieur et à faire de l'excellent boulot sur un territoire qui, au départ, n'est pas simple. Bon, Christophe, et puis on reparlera plus en détail de votre établissement, mais pour vous, ça a été un vrai challenge, par exemple, de venir vous installer ici. Je crois savoir que vous avez des attaches familiales, là, du côté du Cap Fréhel. Il aurait peut-être été plus facile, mais je me fais un peu l'avocat du diable, de vous installer sur la côte. Et pourtant, vous avez choisi le Centre-Bretagne. Voilà, tout à fait. Je suis originaire de Fréhel, donc je m'étais donné comme situation géographique pour reprendre un établissement entre Saint-Malo et Pérouse. Et finalement, je me suis retrouvé à Mur de Bretagne. Un coup de cœur pour la région que je connaissais peu. Ou pas assez. C'est vrai qu'un établissement vue sur mer, je m'étais dit, bah ouais, super, chouette. Et finalement, Mur de Bretagne, et j'en suis très satisfait, puisque ça fait 10 ans que j'y suis et on y vit bien. On y vit bien, mais ça, vous allez nous en reparler tout à l'heure. Jacques Carimalo, il y a une étude, et c'est important, qui a été réalisée par un groupe de travail sur cette zone géographique. Alors, première question, d'abord, pourquoi avoir décidé de diagnostiquer ce territoire? Parce qu'en fait, les acteurs économiques du Centre-Bretagne ont souhaité s'exprimer et être force de proposition auprès des élus politiques pour apporter leur vision économique au développement du territoire. Dans cette logique, une étude préalable a été menée auprès des entreprises locales pour identifier les atouts et les freins à leur développement à l'échelle du pays. Alors ça, c'est pour la philosophie générale. Voilà. On décide de faire une étude. Ça marche comment? C'est une photographie, c'est ça? Disons qu'en fait, il y a des enquêtes, des statistiques, il y a des enquêtes de menées. Quand je dis photographie, c'est pas uniquement l'image, c'est étude au sens large. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des études de menées, il y a des enquêtes de menées, il y a des réponses de données à ces enquêtes et on analyse l'ensemble des données pour les traiter ensuite. L'idée étant ensuite de traiter l'ensemble de ces données pour proposer un ensemble de solutions avec une volonté de travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, ce qui est une nouveauté pour nous. Oui, alors ça, c'est une des particularités de ce territoire, Nathalie Claustre. Entre le monde de l'entreprise et les collectivités territoriales ou les collectivités locales, il y a parfois
des tiraillements ou des calages qui ne se font pas tout à fait. Ici, en Centre-Bretagne, tout le monde travaille de concert. C'est pas toujours le cas, donc il faut le rappeler. Effectivement, ce n'est pas toujours le cas ailleurs et il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin, mais ici, il y a cette particularité d'avoir un vrai partenariat public-privé qui doit s'améliorer, qui doit perdurer, mais il y a déjà des bases qui sont solides. Et le travail dont parle Jacques, on l'a fait effectivement dans cette optique-là, non pas pour être en conflit avec les collectivités locales et territoriales, mais réellement pour travailler toujours dans ce développement de territoire et cette communication que l'on souhaite sur l'extérieur, pour faire connaître ici, il fait bon vivre et qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Alors, on a bien compris qu'il y avait une volonté de réaliser cette étude. Il y a donc cette photographie ou cet état des lieux qui est réalisé. Et puis, il y a des préconisations. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, bien évidemment, c'est une étude très complète. On ne va pas donner tous les éléments, Jacques Karimalo, mais les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la dynamique de ce territoire? Je crois qu'avant de parler des leviers de développement, il faut aussi parler un petit peu des atouts du territoire. Parce que si on si on n'identifie pas les atouts, c'est difficile d'apporter de leviers à ce qui Alors, qu'est-ce qui fait la force de ce territoire? C'est un tissu de PME diversifié. C'est une situation géographique centrale. Parce que moi, je travaille à Nantes, on travaille à Brest, on travaille dans le nord de la Bretagne comme au sud. Et donc, on est en position centrale exceptionnelle. Et d'ailleurs... Christophe, ça marche pour vous, ça, cette position centrale, avec des gens qui viennent chez vous parce que finalement, vous êtes à un endroit un peu stratégique? Voilà, on est dans l'épicentre de la Bretagne, si je puis dire. Et c'est vrai qu'on a autant une clientèle du nord, du sud, de l'ouest et de l'est qui viennent nous voir à Mur, puisqu'à 1 heure de route, on a Rennes, on a Lorient, on a Saint-Brieuc, on a Brest. Donc c'est vraiment important. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet endroit-là par rapport à sa situation géographique. Bon, alors, il y a cette centralité qui finalement est un point important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir dans cette étude? Moi, je pense qu'on a un atout majeur pour le Centre-Bretagne, c'est qu'on a des réserves foncières très importantes. C'est-à-dire que le secteur de l'Oudéac dispose d'environ 300 à 400 hectares pour accueillir les entreprises. Donc on peut répondre à des sollicitations d'entreprises qui ont besoin de beaucoup de terrain pour s'installer. Et je citerai l'entreprise qui va s'installer bientôt sur le territoire, c'est LDC à Algae, qui va s'installer sur Plougna, où on dispose d'un territoire adapté à cette implantation. C'est un exemple. Ça, c'est un véritable atout, effectivement, des terrains disponibles pour les entreprises à des conditions financières avantageuses. Parce qu'effectivement, il est plus intéressant de construire à l'Oudéac que de construire à Rennes. Le coût du foncier est différent. Voilà. Ça, je veux bien vous croire. Voilà. Alors, un autre élément qu'on peut mettre en avant, peut-être encore? Je dirais qu'on a un taux c'est un atout et c'est aussi un handicap. On a un taux de chômage très, très bas. Des plus bas. Alors, un handicap, un taux de chômage très bas, ça peut surprendre, ça? Ben oui, parce qu'en fait, dès qu'on veut recruter des personnes, on s'aperçoit qu'il faut aller chercher ailleurs. Des gens compétents, il faut aller les chercher ailleurs. Et donc, on dispose, je crois que c'est 6 ou 7, ça a augmenté légèrement, mais c'était autour de 6% de taux de chômage, et par rapport à d'autres régions qui sont à plus de 10. Oui, en tout cas, c'est avec la région de Vitré, le secteur où le taux de chômage est le plus bas ici en Bretagne. Tout à fait. Oui. Ouais. Alors ça, c'est étonnant, Nathalie, le fait qu'on ait du mal à recruter, alors qu'il y a des personnes en situation de recherche d'emploi, mais il n'y a pas toujours l'adéquation entre l'offre et la demande. Alors, on a du mal à recruter sur le territoire, aussi bien au niveau du travail dit non qualifié que des gens à forte valeur ajoutée. Or, sur le territoire, il y a aussi besoin de personnes avec des fortes valeurs ajoutées. Donc, ils viennent de Rennes, ils restent habités à Rennes parce qu'ils n'imaginent pas qu'ici, ils vont pouvoir trouver tout ce dont ils ont besoin. Et pourtant, ça existe. Et c'est vrai que pour ma part, je travaille aussi dans une crèche. Je m'occupe de la partie commerciale de crèche inter-entreprise. C'est quelque chose qu'on ne va pas forcément trouver sur Rennes, des crèches ouvertes de 5h à 22h, ouvertes toute l'année. C'est assez particulier. Donc, comme Vital Concept a eu le prix de l'innovation, eh bien, il y a aussi des tas de choses, des tas d'infrastructures qui existent et qui sont dans l'innovation et dans l'accompagnement. Le déficit est sur la communication. Oui. Alors justement, Ingrid Lapère, cette notoriété qu'il faut renforcer, vous, c'est quelque chose que, j'allais dire, vous vivez au quotidien avec des gens qui se disent, je caricature, mais je suis un peu dans mon rôle de journaliste, qui se disent, oui, c'est sympa le Centre-Bretagne, il y a de beaux paysages, mais on va peut-être un peu s'ennuyer, non, par rapport aux activités de la côte? Voilà, oui. Donc ça, nous, c'est un rôle très important de l'Office de tourisme.
qui rejoint justement aussi le côté économique, parce qu'il arrive que des personnes qui veulent s'installer se renseignent avant à l'office de tourisme. Est-ce qu'on va trouver les activités pour nos enfants, les activités de loisirs, un cadre de vie intéressant? Et là, ça rejoint l'activité économique aussi. Ça peut être le déclencheur. Oui, ils nous ont rassurés, il y a de quoi faire, il y a plein d'animations, plein d'équipements, de qualité. Et donc, effectivement, les familles peuvent s'installer et touristiquement, elles peuvent venir en vacances. Et il y a énormément d'animations prévues donc en saison et hors saison également. Et pour les amateurs de gastronomie, il y a tout ce qu'il faut avec notre ami Christophe. Alors, on rappelle votre parcours, originaire là, du côté du Cap Fréhel, les grandes maisons parisiennes, le passage obligé par tous ceux qui veulent faire carrière dans ce métier. Et puis un coup de cœur pour cet établissement. Comment ça se passe? C'est le lieu qui vous enchante? Voilà, tout à fait. C'était un coup de cœur, un réel coup de cœur, puisque première visite de l'établissement en mars 2004 et puis au Fourneau le 1er juillet 2004. Donc ça a été vraiment quelque chose qui s'est fait rapidement et un coup de cœur parce que ouais, vraiment pas d'attache autre que cette Bretagne qui m'a rappelé au bout de 10 ans sur un parcours parisien où on a bourlingué comme on dit dans le métier. Et puis vraiment un très très grand coup de cœur pour l'entreprise, pour les gens aussi parce que c'est vrai que l'homme compte beaucoup, l'humain, les contacts et je me suis vraiment senti vraiment très très bien rapidement à Mur de Bretagne. L'équipe qui est avec vous aujourd'hui, c'était une équipe qui était là en partie avant quand vous êtes arrivé. Comment ça s'est passé? Oui, j'avais repris l'établissement avec toute l'équipe. Aujourd'hui, elle n'est plus là. J'ai recréé une équipe autour de moi, des gens du secteur, de Belle-Île-en-Terre, de Noyal-Pontivy, de Mur. Donc vraiment aussi des jeunes qui sont aussi motivés, qui n'ont pas envie de bouger. Je discutais avec eux tout à l'heure de ça. Ils n'ont vraiment pas envie de bouger. Ça fait 7-8 ans qu'ils sont avec moi et ils s'y sentent bien aussi, pour y vivre et pour y travailler. Bon, alors là, effectivement, on a bien compris qu'il y avait un tissu d'entreprise très performant, avec un taux de chômage très bas. Il y a des atouts touristiques très forts. On y mange bien. On peut faire de vraies découvertes gastronomiques. Comment on peut valoriser encore mieux ce territoire, Jacques? Parce que c'est un travail important, ça, de faire savoir ce qu'on fait ici. Je pense qu'en fait, on souffre tout de même d'un déficit d'image. Donc en fait, à la réunion d'hier soir, parce qu'on était l'ensemble des entreprises, des partenaires, des structures locales, etc. Et en fait, il nous est venu à l'idée pour apporter davantage de crédibilité à notre secteur, se sont l'idée de créer des pôles de compétences, notamment autour du transport ou de l'agroalimentaire. Et notamment du transport, parce qu'on s'aperçoit qu'ici, il y a, je crois, Nathalie, on l'a évoqué, il y a plus de 100 entreprises de transport. Je crois que c'est 125 entreprises de transport. C'est 125 entreprises de transport, et donc avec plus de 1000 salariés dans le transport. Et en fait, personne ne sait ça. Voilà. Si ce n'est qu'on a l'entreprise TMG que tout le monde connaît, qui a plus de 500 salariés, mais autour de cette entreprise, il y a de nombreuses petites entreprises de transport. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez déjà commencé, Nathalie, à faire de la mise en réseau, mais qu'il va falloir continuer pour que, effectivement, toutes les entreprises de transport se connaissent. Exactement. Et qu'on connaisse bien l'importance de ces secteurs économiques, parce qu'il y en a bien évidemment d'autres à valoriser. Oui, la difficulté, elle n'est pas de communiquer à l'intérieur, parce qu'au niveau du Centre-Bretagne, on sait bien qu'on est tous très très doués. On n'a pas de doute là-dessus. La difficulté, c'est, comme disait, c'est le déficit d'image sur l'extérieur. Parce que les gens regardent vers la mer et ils oublient de regarder vers la terre. Et ici, il y a des choses intéressantes et il n'y a pas non plus que les grandes villes. Donc ce déficit et ce travail doit être sur cet axe-là. Alors, vous les invitez à regarder vers la terre, on va les inviter à regarder vers l'eau, parce qu'il y a un élément là, ou un événement qui va se dérouler. Je voudrais qu'on en parle avec vous, Ingrid, sur lequel vous allez surfer, comme disent les jeunes, sur lequel vous allez vous appuyer pour faire découvrir ce territoire. C'est un événement qui ne se passe que très rarement. Très rarement. La dernière fois, c'était il y a 30 ans. Donc la sec complet du lac de Guerlédan. Donc le lac va être complètement vide pendant. Donc ils vont commencer la vidange mi-avril 2015. Donc les premières visites pourront avoir lieu à partir de fin mai, début juin.
et donc jusqu'à quasiment fin septembre, début octobre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transformer en atout touristique. Oui. C'est un élément technique. À un moment, cela qu'il faut. Alors, vous dites un assec ou on le vidange. Je ne sais pas quel est le terme le plus adéquat, mais c'est mécanique. Et vous en faites un atout touristique. Voilà, tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est quand même le plus grand lac de Bretagne. C'est 40 hectares, 12 km de long. C'est vraiment un beau site. On le compare souvent au Canada. Donc quand c'est l'automne, par exemple, c'est des paysages vraiment très beaux, très originaux pour le centre-Bretagne aussi. Et là, donc, ça aurait pu être un handicap de le vider. Esthétiquement, ça va peut-être pas être très joli, mais en même temps, ça va être très spectaculaire parce qu'il y a quand même une profondeur importante. Et puis, on va redécouvrir le canal de Nantes à Brest, puisqu'il a été noyé, une partie a été noyée lors de la création du barrage. Donc on va redécouvrir aussi le patrimoine au fond, la faune, la flore, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis autour du barrage, donc c'est quand même une activité économique aussi importante pour EDF, pour tout le territoire. Donc on va pouvoir aussi expliquer économiquement l'intérêt du barrage. Bon, Jacques, là c'est une belle idée ça finalement. Il y a un événement qui se passe et on décide de se greffer sur cet événement pour proposer une offre touristique. Ben, je trouve que c'est un double effet, attirer les gens. Puis en même temps, je crois que j'ai entendu dire qu'on allait prendre une entrée pour visiter le barrage. Donc ça va rapporter des sous à la collectivité, non? C'est pas ça? Voilà. Alors c'est pas tout à fait l'objectif complet, mais c'est vrai qu'on va apporter un vrai savoir-faire, des visites guidées vraiment techniques et aussi grand public. Et parce que sinon, juste regarder le lac, ça va peut-être pas attirer les gens non plus. Par contre, avec des commentaires, des choses intéressantes à leur raconter, c'est aussi ça qui va faire venir les gens. Bon, alors vous nous rappelez les dates à partir de alors, pour les venir, premières visites. Voilà, première visite fin mai, début juin. Fin mai, début juin. Alors, on va également avoir le Tour de France qui va revenir le 11 juillet sur le secteur. C'est quasiment une habitude, le Tour de France en Bretagne. C'est dans les sur gènes. de Bretagne, c'est la deuxième fois. C'est une terre de cyclisme. Oui, c'est une terre de cyclisme. Il y a quelques grands noms du cyclisme, du côté d'Iffignac, là-bas, un certain Bernard Hinault, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce qu'on cuisine en ce moment chez vous là? Là, on est en pleine période automnale. Tout à l'heure, en première partie d'émission, on a parlé de la pêche à la coquille. Alors... Ah oui, voilà, la coquille Saint-Jacques arrive. Donc changement de carte avec l'automne, tout ce qui est cucurbitacées, les potimarrons, les butternuts, les champignons, les cèpes, le gibier, la Saint-Jacques, des légumes d'automne, des racines. Donc c'est une cuisine un petit peu différente de celle de la saison d'été où on est plus sur des fruits, des fleurs, des choses un peu plus joyeuses. Mais l'automne est une belle saison pour cuisiner. Ouais, la châtaigne. C'est aussi une cuisine de terroir ici. Vous avez, j'allais dire, la matière ou le terreau pour faire de la cuisine comme vous l'aimez ici en Centre-Bretagne. Tout à fait. Vraiment des produits régionaux, bien typés Centre-Bretagne et avec lequel on peut faire vraiment une belle cuisine gourmande. Bon. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous les quatre. On rappelle les dates, Ingrid, c'est important. Il y aura de belles choses à découvrir là à partir du printemps prochain. Et puis, on a bien compris qu'il y avait un réseau, il y avait des entreprises qui travaillaient pour valoriser ce territoire et qui méritent vraiment d'être découverts. Alors, on avait débuté cette émission en compagnie de Dominique Lecomte, le président de la CCI. On va le retrouver juste là-haut pour quelques mots de conclusion. On avait démarré cette émission en compagnie de Dominique Lecomte, le président de la CCI des Côtes-d'Armor. On va la conclure avec vous. Ce que je retiens notamment, Monsieur le Président, c'est le dynamisme des intervenants. Oui, d'abord remercier les intervenants puisque on a vu au cours de cette émission des choses particulièrement innovantes dans tout un tas de domaines. Les remercier aussi Patrice de nous avoir accueillis dans ses locaux parce qu'on est quand même dans un cadre un petit peu exceptionnel qui sort de l'ordinaire. Donc tout ça a contribué à faire de cette émission quelque chose de dynamique et je pense qu'au niveau du territoire, c'est une bonne chose. Et ce qu'on a bien vu au cours de cette émission, c'est qu'il y avait des entrepreneurs qui n'hésitaient pas à aller attaquer, parce que c'est le terme, des marchés parfois très lointains. Et il y avait des entreprises qui sont des entreprises extrêmement innovantes, avec beaucoup de recherche derrière, et d'autres entreprises, je pense en particulier à M. Allot, qui sont des entreprises plus traditionnelles, mais il y a cette même volonté qui unit les entrepreneurs du territoire. Tout à fait. Les entreprises du territoire ont besoin de s'ouvrir à l'extérieur. Et l'extérieur, ce n'est pas forcément
à des distances phénoménales. Hein. C'est parfois traverser la Bretagne pour se retrouver en Allemagne, pas besoin d'aller en Chine ou aux USA. Et donc, c'est vrai, un territoire qui a besoin de reconnaissance. Le centre-Bretagne est un territoire qui, pour nous, est plein d'attraits, plein d'atouts. Donc, il faut encore dynamiser ce territoire. Et c'est un fil rouge qu'on a retrouvé parmi les interventions là, de ceux qui se sont succédés sur notre plateau. Il y a besoin de renforcer la notoriété de ce territoire. On y fait des choses très intéressantes. Il y a des entrepreneurs qui ont des vraies volontés. Encore faut-il le savoir. Exactement. Tout ça, c'est un problème de communication. La preuve, on est là pour ça. Et donc, il faut continuer, il faut persévérer dans cette voie. Et il y a tout un tas d'actions que nous menons, nous, au niveau de la CCI, pour faire en sorte que tous les territoires soient reconnus. C'est sûr qu'un territoire comme le Centre-Bretagne a peut-être plus de difficultés, mais ce n'est pas parce qu'on a quelques difficultés de liaison que la reconnaissance n'existe pas. Je dirais au contraire, quand on voit la richesse des intervenants de ce territoire, il y a tout lieu d'être très positif. Donc, il y a une vraie richesse humaine, ça aussi, c'est essentiel. Alors ça, c'est vrai que c'est une des richesses en général du territoire breton. Tout le monde reconnaît les qualités des Bretons dans plein de domaines. La solidarité, la sincérité, l'approche du travail bien fait, la volonté d'être reconnu d'une façon générale par le biais du travail. Ça, c'est quelque chose de positif aussi. Bon, merci en tout cas, Présidente, de nous avoir accueillis ici dans ce Centre-Bretagne. On se retrouvera la prochaine fois au nord du département, puisque à Lannion, effectivement, pour parler d'innovation. Et là encore, vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir. Merci à tous de votre attention.